le yoga et l'écologie, ou plutôt notre rapport à la nature. Et donc ça aurait pu être n'importe qui d'autre, car tout comme vous, je suis juste témoin de ce qui se passe en moi et autour de moi, dans mon environnement direct et indirect. Et donc André m'a offert l'opportunité de pouvoir partager avec vous ce moment, et j'ai vu une belle expérience à réaliser dans les débats, les retours que je pourrais avoir, mais aussi simplement dans l'acte même d'exprimer à voix haute des pensées présentes en moi depuis longtemps. Malgré ma présence ici, je tiens à préciser que j'ai une certaine timidité à m'exprimer et de plus j'ai souvent un flot de pensée qui m'est difficile de mettre dans l'ordre instantanément. C'est pourquoi j'ai préféré préparer un petit discours et que celui-ci sera plus une lecture, pour que vous puissiez comprendre ma lecture. Et je commencerai juste parce qu'hier soir, en relisant ce que j'avais envie de partager avec vous, j'ai repensé à ce mot qui me vient très souvent à l'esprit depuis quelques jours, c'est le mot absurde. Et c'est alors que je me suis souvenue de mon attirance depuis des années pour l'expression artistique qui était détournée. Le cinéma, le théâtre, la littérature, les arts plastiques, tout spectacle de dérision, d'absurde. Et j'ai maintenant ce mot ancré en moi et il me revient naturellement à la moindre inquiétude ou observation. Absurde, quelle absurdité. Ce qui se passe en moi et autour de moi me paraît pour le moment très très absurde. Et sans doute que tout cela a une raison d'être, tout ce qui se passe autour de nous. Mais je me dis beaucoup en ce moment, waouh, comme c'est absurde. Voilà. Donc pour revenir à ce sujet, l'idée de cette soirée était initiée par André dans le cadre du lancement du mouvement Notre Planète. Voilà. Il m'a invité à participer à l'événement après une discussion sur son projet du concours dans les écoles, au niveau de l'environnement. J'ai alors émis l'idée d'y intégrer une journée pour booster la créativité. Nous avons donc imaginé qu'il serait intéressant de proposer quelques heures de pratique de yoga, non sous sa forme dévotionnelle, mais plutôt comme exercice de concentration et de paix intérieure. Qui serait faite dans l'idéal dans la nature, afin d'enrichir l'expérience et créer un lien direct avec l'environnement. Une reconnexion qui me paraît primordiale pour créer de nouveaux projets environnementaux. Donc, nous sommes nombreux à souvent remettre au lendemain des actes que nous pourrions faire le jour même. Finalement, la fin de journée arrive et toujours rien. Nous oublions cela dans un coin de notre tête. Peut-être nous le ferons plus tard, peut-être. Nous en gardons en tout cas l'espoir ou l'illusion. Mais pendant ce temps, celui-ci passe vite et souvent il nous rattrape. Les projets s'accumulent et sont noyés dans cette immensité de désir. Nos intentions sont noyées dans cette immensité de désir et d'espoir accumulé. Peut-être voyons-nous simplement trop grand. Et nous nous sentons alors dépassés, incapables de réaliser quoi que ce soit. Il y a donc d'abord cet élan d'enthousiasme après la lecture, la vision, une conversation ou une expérience, et puis cette étincelle s'éteint dans le grand brasier de l'activité, dans cet océan de préoccupations, argent, famille, propriété, etc. Nous avons déjà tellement à faire, à penser, nous n'avons pas le temps. Mais si nous avions réellement conscience de ce qui nous entoure, de ce qui est notre mère, notre nid, notre source, la terre, si nous pouvions réellement nous sentir connectés et part de la nature, toutes ces choses qui nous paraissent des efforts à faire, des contraintes à surmonter, toutes ces démarches qui nous paraissent trop contraignantes deviendraient simplement du bon sens. Comme je ne vais pas mettre le feu à ma propre maison, non, car je n'aurai plus de toit, c'est la même chose pour la terre sur laquelle je vis. Elle est aussi mon toit. Et là, on ne parle pas d'un toit parmi d'autres sous lequel je peux vivre, ou d'un toit que je peux reconstruire s'il est détruit. De plus, et c'est bien absurde, bien souvent ce qui détruit l'environnement est directement nocif pour celui qui l'habite. Et après j'entame un autre point sur lequel nous n'apprenons plus à nous connaître, nous-mêmes. Nous n'apprenons pas à connaître la nature. Tout nous est donné sur des feuilles de papier dont on ne se rappelle même pas qu'elles viennent d'un arbre. Nous n'expérimentons pas par nous-mêmes notre environnement intérieur et extérieur, car nous avons offert sur des plateaux tout ce dont nous pensons avoir besoin, à condition de travailler 45 heures minimum par semaine ou de faire partie d'une bonne famille, et de surtout ne pas réfléchir au sens que tout cela a. Pour vous expliquer le lien avec le yoga, je vous raconte brièvement ma rencontre avec cette philosophie. J'y ai été initiée en février dernier par des swamis qui venaient des 4 coins du monde. Je ne sais pas quelle a été la raison exacte de mon attirance pour cela. Je me souviens seulement de ce besoin de calme, de souplesse
physique et mentale. Mais je n'aimais pas beaucoup la vision moderne du yoga comme en sport et du processus efficace tant publicité de nos jours pour atteindre la minceur tant recherchée. Il est vrai que les postures et l'exercice physique en sont un aspect, mais il n'est toutefois pas l'entièreté de la pratique. Le yoga veut dire unité, unification. Unité du corps, de l'esprit, de soi, la conscience que l'on est l'un. Dans un moment de perte de contrôle, de questionnement intense, j'ai cherché après un stage ou une autre formation, de préférence bien loin d'ici. Si cela se passait en Europe et était très bien, ça ne me convenait pas. J'avais besoin de déserter, d'un choc culturel. Et il me fallait aussi une excuse suffisamment concrète pour partir, pour mes peurs, mais aussi pour mon entourage. J'ai alors trouvé cette formation de professeur de yoga d'1 mois en Inde, en un clic. J'y trouvais ce que je cherchais, le dépaysement, la longueur raisonnable donc de temps pour ma famille et le minimum pour moi, un enseignement intensif ne laissant que très peu de place au flux continu de la pensée et surtout un partage et une transmission de savoir humaine et bienveillant, permettant de connaître les fondements de la pratique et ses rituels anciens. Le yoga que l'on m'a enseigné est de tradition védique. Il a été vulgarisé par Swami Shivananda et diffusé par Swami Vishnudevananda. Leur but étant de répandre le yoga en Occident et de le rendre accessible à tous, au-delà des frontières que peuvent imposer culture, langue, religion, sexe, âge, bref, rendre le bonheur accessible à tous. Car le yoga est pour tout le monde. Chacun peut le pratiquer et l'adapter à sa vie, son emploi du temps, ses préférences, son caractère. C'est un outil modulable, donnant un esprit modulable, apte à s'adapter à toute situation. Donc, dans le yoga qu'on m'enseignait, on conçoit 5 principes fondamentaux qui sont l'alimentation saine et végétarienne, les exercices physiques appropriés, donc ce sont les postures ou asanas, qui sont de l'ordre de 12 et qui permettent un corps en bonne santé. Des variations entrent en jeu avec l'évolution de l'élève dans son assouplissement physique et mental. Et ces postures viennent d'une tradition indienne réfléchie afin de faire circuler le sang de manière optimale. Les postures sont prises en rapport avec la respiration et permettent donc d'oxygéner les parties du corps travaillées. Chaque posture insiste sur une partie du corps, et ce qui permet en fait d'équilibrer à chaque fois les 2 hémisphères du cerveau et donc les 2 parties du corps. Le troisième élément de la philosophie du yoga est la respiration correcte. Donc par des exercices de respiration, on a une meilleure oxygénation du sang, des poumons, du cœur et du cerveau, et par conséquent un meilleur fonctionnement de ces éléments, ainsi qu'une concentration qui croît avec le temps. La relaxation appropriée est le 4e point. Avant, pendant et après la pratique, on fait une relaxation de quelques minutes à une demi-heure pour mieux intégrer et ressentir le travail musculaire, respiratoire et sentir se relâcher complètement, le corps se relâcher, l'esprit se relâcher. Cela permet d'apprendre à écouter son corps et on sent l'énergie circuler. Et là, le dernier point est la méditation. Dans la philosophie du yoga que j'ai étudiée en Inde, la méditation était assez dévotionnelle. Moi, j'ai pris un peu de recul par rapport à tout ça et je suis moins dans cet esprit-là. Et même s'ils ont ce côté dévotionnel, ce n'est qu'un outil pour eux, pour permettre la méditation. Mais il s'agit surtout de permettre un calme intérieur. Tous les points cités avant permettent aux yogis de progresser dans la méditation, la connaissance de soi. Cette concentration évolutive dans les exercices permet une concentration importante dans les actions de la vie courante. L'ensemble des exercices permettent de prendre du recul. On prend un temps pour soi, et là viennent de nombreuses idées, plus claires, respectueuses de soi et des autres. Une plus grande ouverture, moins de rejet. Bref, un recul face à nous-mêmes, nos désirs et les épreuves que la vie nous impose. En fait, c'est cultiver l'amour de soi pour le propager envers les autres. La paix dans le monde commence par la paix en soi. Le monde actuel est empli de stress et d'énergie négative qui ne peuvent constituer de bonnes bases au développement humain si on se laisse submerger. Cultiver ce petit jardin intérieur, et dès le plus jeune âge, est à mon avis un moyen d'être plus apte à vivre sa vie d'adulte. Personnellement, j'ai vite été submergée par les questions existentielles et la grande série des pourquoi dès le plus jeune âge. Je ne comprenais pas comment apaiser ces angoisses. Durant ma formation en Inde, j'ai pu comprendre que je pensais à l'envers, qu'il ne s'agissait pas de demander pourquoi, qu'il n'y avait pas réellement de réponse absolue.
mais que c'est à chacun de nous de donner le sens à sa propre existence, et qu'on ne peut connaître ce sens qu'en se donnant le temps de se connaître soi-même, en apprenant à se connaître physiquement, mentalement, émotionnellement, apprendre à s'entendre, à s'écouter, pour se connaître petit à petit. La méditation est une pratique essentielle qui permet de développer une connaissance de soi, sans laquelle, à mon avis, il est difficile de prendre conscience de la réalité. Méditer, ce n'est pas uniquement rester assis à tenter d'arrêter de penser ou encore de répéter un mantra. Il s'agit de s'observer sans rejet, sans jugement, se rendre compte de nos pensées, jambes croisées ou marchant dans la rue, peu importe. Il est pour moi important de se retrouver dans cette solitude intérieure, seul, les yeux fermés, mais aussi garder cette solitude dans le nombre. C'est-à-dire que même en présence de personnes autour de soi, d'un contexte, etc., il est à mon avis important de garder ce recul, cette écoute de soi en réaction à notre environnement, car c'est là apprendre à se connaître. Les rapports sociaux et autres interactions avec le monde extérieur sont des moyens fondamentaux de connaissance de soi. Il ne s'agit pas d'un acte individualiste, c'est faire part au contraire d'un grand altruisme. C'est réaliser petit à petit ce à quoi tout être humain aspire, la paix. Depuis l'enfance, j'ai la sensation de devoir sauver le monde. Il m'a fallu pourtant de nombreuses années avant d'initier quoi que ce soit. Et je suis loin d'être la Wonder Woman que j'imaginais enfant. Mais j'avance petit à petit, j'observe, j'apprends, je change à mon rythme, sans me faire violence. Enfin, j'essaie. Car la violence, quelle qu'elle soit, comme vous le savez, physique ou psychologique, ne peut rien apporter à part de grandes frustrations et regrets. Il me semble donc plus durable de commencer par de petites choses simples, des petites choses, car à vrai dire, petite ne signifie pas sans importance. Tout le monde connaît l'histoire du colibri. Faire de petits actes maintenant détermineront les grands changements futurs. Nous courons après le bonheur dans les plaisirs de la vie sociétale, portant des masques et espérons être aimés à tout prix. Nous assujettissant à de grandes souffrances. Quand nous commençons à regarder en nous, à prendre le temps de respirer, de faire des exercices, à méditer, nous apprenons à nous aimer et par conséquent, nous nous éveillons à l'amour pour les autres. Car nous avons également moins besoin d'un amour dépendant de ce que nous paraissons. C'est un amour plus profond, avec un entourage plus grand. Nous nous ouvrons, nous communiquons plus facilement avec l'extérieur, car nous communiquons avec nous-mêmes. Vivre le moment présent est souvent vu comme profiter de la vie. Vivre comme si c'était le dernier jour de ta vie. Oui, d'accord, mais ne vis pas comme si c'était le dernier des autres. C'est important de garder en tête que d'autres naîtront et vivront demain, et que pour cela, ils ont besoin qu'en vivant ta propre vie, même pleinement, tu contribues aux soins de votre lieu de vie commun, c'est-à-dire la Terre. Pour résumer, la philosophie yogique et plus simplement les pratiques qu'elle propose ont pour but de se connaître soi-même et de s'ouvrir à la connaissance plus générale de l'environnement intérieur et par conséquent l'environnement extérieur. Cette connaissance est le point de départ de la conscientisation. Et à partir du moment où on a conscience de ce qu'il y a en nous et autour de nous, on ne peut qu'être acteur du changement et se rendre compte qu'on a quelque chose à faire et qu'on ne peut pas laisser les choses comme elles sont. Qu'on doit en prendre soin. À l'heure actuelle, il est presque indispensable d'être acteur du changement et simplement le fait de se sentir part du mouvement, d'être dans l'action, infime soit-elle, permet déjà de percevoir un changement en soi. En espérant que ce partage ait pu créer une étincelle en vous qui ne s'éteigne pas dans le flux incessant de votre vie et qu'elle puisse venir la ponctuer par de petits actes grandissant petit à petit avec vous, vos familles et autres citoyens du monde.